Commençons par le meeting historique qui eut lieu à Londres le 28 septembre 1864. Dans la grande salle du St. Martin's Hall, des centaines d'ouvriers anglais et français sont réunis. Tous attendent le moment solennel. Dans un instant, on va proclamer la fondation de la première association ouvrière internationale. Un moment exceptionnel. Pensez donc, le but de cette association est la transformation des sociétés capitalistes en sociétés socialistes et à terme, l'unification du prolétariat en une fédération mondiale. La rédaction de ces statuts et sa direction vont être confiés aux représentants des ouvriers allemands. Un personnage que tous connaissent, une grande figure des mouvements révolutionnaires. Vous l'avez deviné, il s'agit de Karl Marx. On l'applaudit, bien qu'il n'ait pas pris la parole. C'est un intellectuel plus qu'un tribun. Sa pensée et ses œuvres déchaînent un enthousiasme et une ferveur proche de l'idolâtrie. Marx s'en inquiète. Cependant, l'histoire va faire du penseur modeste le dieu, malgré lui, du culte révolutionnaire. Si c'est ça le marxisme, je ne suis pas marxiste. Karl Marx est né en 1818 à Trèves, une ville de la Prusse rhénane qui fut occupée par les armées de Napoléon. Ses parents sont juifs, des rabbins dans la famille, mais son père, qui est avocat, s'est résolu au baptême protestant afin de pouvoir continuer à exercer sa profession. Il envoie son fils faire ses études chez les jésuites. C'est là que Karl s'éprend des idéaux de la Révolution française. Sa passion est si dévorante que le soir en cachette, il recopie des tracts inspirés de Voltaire. Si nous choisissons l'état dans lequel nous pouvons faire le plus pour l'humanité, nul fardeau ne peut nous abattre, car tout fardeau devient un sacrifice pour tous. Notre bonheur appartient à l'humanité. À 20 ans, on le retrouve à l'université de Bonn, puis à celle de Berlin. Karl Marx est un étudiant romantique. Il a envie d'être poète. Il s'essaye à la littérature, participe à des cercles poétiques. Il apprécie plus que tout l'art et la mythologie grecque et romaine. En ces années 1830, l'université allemande est subjuguée par la haute figure de Hegel. Son œuvre et ses cours, que l'on continue de publier après sa mort, sont l'objet de fervents débats entre les étudiants. C'est à qui se prétendra être le plus fidèle disciple du grand homme. Marx, lui, est plus mesuré. La mélodie rocailleuse de Hegel ne me plaît guère, écrit-il à son père. Marx se concentre sur l'étude de la philosophie et de l'histoire. Peu à peu, le jeune idéaliste devient soucieux de la réalité. Il découvre la pensée de Feuerbach. Professeur de philosophie à l'université de Heidelberg, Feuerbach se démarque de Hegel en centrant le concept d'aliénation non sur l'idée, mais sur l'homme. Cette pensée matérialiste a une influence majeure sur le jeune Marx. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c'est au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience. Très vite, Marx est considéré par ses camarades, les autres étudiants, comme un véritable philosophe. En 1841, il publie une thèse remarquable et très audacieuse. Et c'est là que le bât blesse. La carrière universitaire lui est interdite car certains n'apprécient guère ses vues sociales et son intérêt pour, entre guillemets, la foule pauvre socialement et politiquement misérable. Mais Marx a 23 ans et il lui faut gagner sa vie, il lui faut songer à s'établir. C'est qu'il est fiancé depuis bientôt 6 ans avec Jenny von Westphalen. C'est la fille très belle et très convoitée d'une famille bourgeoise réputée. Marx devient rédacteur à la Gazette rhénane, un journal libéral dans les colonnes duquel il dénonce la misère des vignerons de Moselle. Il fustige également la loi qui interdit le ramassage du bois mort. Le journal, bientôt, est victime de la censure. Marx démissionne. Il est douloureux de remplir une besogne servile, même au service de la liberté, et de lutter à coups d'épingle au lieu de combattre à coups de gourdin. Je ne peux rien entreprendre en Allemagne, on s'y corrompt soi-même. Karl épouse la belle Jenny en juin 1843. En octobre de la même année, le jeune couple s'installe à Paris. Marx y vit chichement. Il rédige des articles
notamment pour les Annales, une revue vendue sous le manteau en Allemagne. Exilé allemand à Paris, il se tient à l'écart de la communauté allemande. Ce qu'il veut, lui, c'est rencontrer les socialistes français et approcher les mouvements ouvriers qui perturbent le règne de Louis-Philippe. La France connaît alors une véritable accélération de son progrès économique. C'est le début de la révolution industrielle. Ce progrès ne profite pas à tous, loin de là. D'un côté, la bourgeoisie des affaires et du commerce, de l'autre, tous ces ouvriers, cette masse d'ouvriers qui vit dans des conditions misérables. La réalité des ouvriers, c'est l'exploitation, l'inégalité sociale la plus cruelle. Qu'a-t-on fait des grands idéaux de 1789 ? Marx a 26 ans. Et c'est là que le philosophe commence à se défier de la philosophie. Il comprend que la réflexion philosophique seule ne suffira pas à transformer le monde. Cette transformation se fera par une remise en cause radicale du système économique et par l'action politique. C'est que Marx a rencontré Proudhon, ce socialiste qui proclame haut et fort « La propriété, c'est le vol ». Marx a assisté avec émotion à des assemblées d'ouvriers. En cette année 1844, il rédige ses premiers textes d'économie politique. En partant de l'économie politique elle-même, en utilisant ses propres termes, nous avons montré que l'ouvrier est ravalé au rang de marchandise, et de la marchandise la plus misérable, que la misère de l'ouvrier est en raison inverse de la puissance et de la grandeur de sa production, que le résultat nécessaire de la concurrence est l'accumulation du capital en un petit nombre de mains, donc la restauration encore plus redoutable du monopole, qu'enfin la distinction entre capitalistes et propriétaires fonciers, comme celle entre paysans et ouvriers de manufacture, disparaît et que toute la société doit se diviser en deux classes, celle des propriétaires et celle des ouvriers non propriétaires. Aux yeux de Marx, le capitalisme n'est pas la seule source de l'aliénation de l'homme. Il y a aussi la religion, sa fidèle alliée. La misère religieuse est tout à la fois l'expression de la misère réelle et la protestation contre la misère réelle. La religion est le soupir de la créature accablée, l'âme d'un monde sans cœur, de même qu'elle est l'esprit d'un état de choses où il n'est point d'esprit. Elle est l'opium du peuple. Exiger que ce monde abandonne toute illusion sur son état, c'est exiger qu'il renonce à un état qui a besoin d'illusions. On le voit bien, dans ses textes, Marx embrasse l'idéologie révolutionnaire, ce communisme que prônent les mouvements ouvriers les plus virulents du moment. Nous appelons communisme le mouvement qui tend à abolir et dépasser l'état actuel. La suppression de la propriété privée, l'organisation communiste de la production implique la suppression de l'extériorité dans laquelle les hommes se trouvent vis-à-vis de leurs propres produits. Le communisme est la forme nécessaire et le principe énergétique du futur prochain. 1844 est vraiment une année importante. Marx vient de rencontrer à Paris Engels. Les deux hommes se reconnaissent, ils se lient pour la vie. Friedrich Engels est le fils d'un grand filateur installé en Angleterre. Et c'est dans la fabrique de son père qu'il a découvert la misère des ouvriers. Marx et Engels militent ensemble dans des organisations ouvrières, parfois secrètes. Ils rédigent, de concert, des ouvrages critiques sur les jeunes hégéliens, leurs anciens compagnons d'université. Mais en 1845, tout se gâte. Sur la demande de l'État prussien, Marx est expulsé de France. Il va s'installer à Bruxelles avec sa femme et leur premier enfant, la petite Jenny. Engels, riche, aide ses amis à survivre. Partout en Europe éclatent des révoltes ouvrières. Par exemple, février 48, le vieux monde bouge. En France, 3 jours d'insurrection suffisent pour renverser la monarchie et installer la Deuxième République. Marx, de son côté, publie le manifeste du Parti communiste. L'histoire des sociétés n'a été que l'histoire des luttes de classe. La bourgeoisie produit avant tout ses propres fossoyeurs. Sa chute et le triomphe du prolétariat sont également inévitables. Que les classes régnantes tremblent à l'idée d'une révolution communiste. Les prolétaires n'ont rien à y perdre, hors leur chaîne, ils ont un monde à gagner. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Au mois de mars de cette même année, Marx
est expulsé de Belgique. Il passe en Allemagne. Au bout de quelques mois, il est accusé d'incitation à la rébellion. Et, l'histoire se répétant, il est prié de faire ses valises. Le voici apatride. Que faire? Où aller? Londres l'accueille. Il n'en partira plus qu'à l'occasion de brefs voyages qu'il fera afin de réaliser sa grande ambition, la construction d'un puissant mouvement ouvrier international, uni, révolutionnaire, égalitaire. Dans la société communiste, personne n'est enfermé dans un cercle exclusif d'activités et chacun peut se former dans n'importe quelle branche de son choix. C'est la société qui règle la production générale et qui me permet ainsi de faire aujourd'hui telle chose, demain telle autre, de chasser le matin, de pêcher l'après-midi, de m'occuper d'élevage le soir, de m'adonner à la critique après le repas, selon que j'en ai envie, sans jamais devenir chasseur, pêcheur, berger ou critique. Utopie, une belle utopie? Pas pour Marx. La société communiste naîtra, et elle naîtra sur les ruines du capitalisme. Faire le procès du capitalisme, c'est l'œuvre de toute la vie de Marx. Le travail acharné auquel il se livre en écrivant Le Capital, un ouvrage qu'il ne cesse d'écrire et de réécrire. Cet ouvrage ne verra le jour que sous une forme inachevée. Dans l'emploi de la méthode théorique, il faut que le sujet, la société, reste constamment présent à l'esprit comme donnée première. Pour Marx, la révolution ne pourra éclater que lorsque les conditions objectives de son avènement seront réunies. Une précision intéressante, Marx n'a jamais participé directement à aucun des soulèvements populaires de son époque. Mais ça a été à chaque fois pour lui l'occasion de rappeler et d'amplifier son dessein politique. C'est le cas, notamment en 1871, avec le tragique épisode de la Commune de Paris. Marx est ambivalent. D'un côté, il voit dans la sanglante révolution des Parisiens la simple rébellion d'une ville placée dans des circonstances exceptionnelles. De l'autre côté, il présente le gouvernement des communards comme une forme de la dictature du prolétariat, celle-là même qu'il appelle de ses voeux. À propos de la Commune, 50 ans plus tard, les soviets, Lénine à leur tête, feront de la Commune de Paris l'un de leurs mythes fondateurs. L'anticipation doctrinale et nécessairement imaginaire d'un programme d'action pour une révolution future ne fait que détourner du combat présent. Au moment où une véritable révolution prolétarienne éclatera, on verra surgir également les conditions, certes peu idylliques, dans lesquelles elle réalisera ses mesures immédiates les plus urgentes. Marx a laissé une œuvre écrite très importante. Il a accompli un travail intellectuel d'une extraordinaire intensité, et cela malgré des conditions d'existence terriblement précaires. Cet homme, que l'on présente parfois comme un bon bourgeois, doit subvenir, tant bien que mal, aux besoins de sa nombreuse progéniture. Il aura d'ailleurs un enfant illégitime avec sa domestique. Il gagnera sa vie pendant une dizaine d'années en écrivant dans les colonnes du New York Tribune. Heureusement, son ami Engels sera toujours présent à ses côtés. Il l'aidera financièrement et il l'accompagnera dans son action politique. Enfin, vaincu par les maladies qui le rongent depuis des années, Marx meurt à Londres à l'âge de 65 ans, le 14 mars 1883. Les hommes font leur propre histoire, mais ils ne la font pas de leur propre mouvement, ni dans des conditions choisies par eux seuls, mais bien dans les conditions qu'ils trouvent directement et qui leur sont données et transmises.